Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Channel. On est ensemble pour 1 heure de chat en direct avec l'école polytechnique pour son cycle ingénieur admission par voie universitaire. On va commencer tout de suite avec le pitch. Avec nous pour ce live d'1 heure, Michel Gonin, directeur du concours d'admission, directeur de recherche et professeur de physique à l'IX, ainsi qu'un étudiant à l'ICombargy, promotion 2018. C'est ça? Bienvenue à tous les deux. Est-ce que vous êtes prêts, Michel? Nous sommes prêts. Alors, je vais lancer le chrono. Top chrono, c'est à vous. Voilà, donc nous sommes là. Merci de nous accueillir, comme chaque année. Comme chaque année, j'ai une bonne nouvelle. Les effectifs de la filière universitaire continuent à augmenter. Nous avons 30 places. 30 places sont offertes à l'école polytechnique. Donc, on s'adresse aux élèves universitaires, aux étudiants universitaires dans toutes les universités de France. Candidatez à notre concours, le site est ouvert et vous avez toute votre chance pour intégrer l'X. Très bien. Est-ce que tu as quelques mots à dire? Oui, donc moi j'appelle Ali, je suis promotion X 2018, c'est là que j'ai passé le concours il y a 2 ans. Je suis issu de la filière universitaire, j'étais donc en licence de mécanique à l'université Pierre-et-Marie Curie à Paris. Et je ne peux que conseiller à tous de préparer ce concours. Et on espère que ce live vous permettra de préparer ça au mieux. C'est le but. Très bien. Merci beaucoup pour ce pitch parfaitement dans les temps. On va passer tout de suite aux questions. Vous pouvez bien entendu continuer à nous en poser. On va y répondre en direct. Allez, la régie, c'est parti pour la toute première question. Alors, allez-y. Bonsoir. Combien de candidats y a-t-il chaque année? Combien sont admis à l'oral? Donc, chaque année, on a à peu près 300 dossiers. Alors, c'est ces dernières années. Donc, on a une augmentation grâce à cette émission. On a une augmentation dans le nombre de candidatures. On a aussi une augmentation dans le niveau des candidatures. Donc, ces 2 dernières années, on avait à peu près 300 dossiers. Sur les 300 dossiers, on en avait à peu près 160 recevables, c'est-à-dire dans les clous, avec certains critères. Et sur les 160 dossiers, on en a déclaré à peu près 80 à 90 admissibles. Cette année, ça sera plutôt 90, je pense. On a 30 places. Et donc voilà, 90 admissibles qui passent le concours pendant 1 semaine à l'école polytechnique. 90 pour combien de places du coup? On peut le 30 répéter places. 30 places, c'est un chiffre qui est en augmentation. Oui. Le but, c'est du coup d'intégrer de plus en plus de profils issus de l'université. Oui, exactement. Ok. Vous recherchez quoi particulièrement dans ces profils? Ce qu'on recherche, c'est la diversité par rapport à nos autres filières. Avec les filières classes préparatoires notamment, c'est-à-dire une diversité thématique aussi. Il y a certaines thématiques qui ne sont pas abordées en classe préparatoire, et puis une diversité de profils aussi, c'est-à-dire que le profil des universitaires est assez différent en termes d'autonomie de travail, en termes d'encadrement, en termes d'organisation. Voilà, ce sont des profils qui nous intéressent beaucoup, et je pense qu'Ali est un bel exemple, vous allez pouvoir le constater. Exactement, tu as commencé à te présenter dans le pitch. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ton parcours antérieur? Donc après le bac, je suis directement arrivé en licence. Donc la licence de Pierre-et-Marie Curie, c'est une licence pluridisciplinaire au départ dans les premières années. Dès le début de ma licence, j'ai appris qu'il y avait le concours universitaire à l'école polytechnique et je me suis préparé pour. C'est-à-dire que j'ai choisi donc quelques matières en plus pour préparer le concours. Je pense que ce qui est important et peut-être un point important à soulever, c'est qu'il faut quand même faire 2 matières scientifiques. Parce qu'il y a 2 matières scientifiques au concours. Certaines licences offrent un parcours monodisciplinaire. Ça peut être un choix, mais c'est important d'avoir ces 2 matières scientifiques dans son cursus, au moins dans une mineure, et prendre tous les cours en plus possible pour assurer les matières littéraires dans les 7 épreuves orales de la semaine de concours. Ok, donc on aborde maintenant tout de suite le dur du sujet, donc le concours. Justement, la question, est-ce que vous pouvez la lire? Alors bonjour, à quel point le concours est-il dur? Alors, c'est le concours le plus dur qui existe. C'est un concours difficile, c'est-à-dire que ça demande de la préparation, ça demande plusieurs années de préparation. C'est-à-dire que toi, tu t'y es pris combien de temps à l'avance, par exemple? Moi, comme j'ai dit, j'ai attaqué dès ma première année de licence. J'ai commencé, j'ai pas fait grand-chose de plus dès la première année, mais je suivais les yeux qu'on me donnait et je me donnais à fond et je faisais tout ce qu'il fallait faire. À partir de la 2e année, j'ai commencé à faire un peu plus que ce qui m'était demandé. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder sur le site de l'école polytechnique tout ce qu'il y avait comme matière que je ne suivais pas dans mon cursus scientifique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une épreuve de français, une épreuve d'anglais
Il y a un entretien de motivation où il y aura une partie où on regarde notre ouverture d'esprit. Ça, il faut apporter certains éléments à ce sujet-là. Donc ça sous-entend donc avoir une certaine culture littéraire, également une culture scientifique variée qu'on ne nous donne pas forcément avec le cours brut théorique de la faculté. D'accord, parce qu'à la fac, vous apprenez simplement les matières qu'on vous enseigne et le but, c'est d'avoir votre année. Mais toi, du coup, tu t'es imposé un rythme un peu plus soutenu en ajoutant, du coup, la révision du concours. On ne peut pas réviser en même temps les épreuves, par exemple, c'est partiel, il faut en rajouter, en fait, c'est ça? Il faut rajouter la charge de travail? Après, les matières que j'avais dans les partiels, c'est les matières qui tombent derrière au concours aussi. Parce que c'est des matières scientifiques et c'est donc ça s'inscrit dans la continuité. Je n'avais pas des matières en plus à travailler, au niveau scientifique, bien sûr. Mais il y avait ces matières littéraires-là qu'il fallait étudier en plus. Ok. Comment, par exemple, tu t'y es pris, toi, pour étudier ces matières littéraires, la culture générale? Alors, j'ai pris des cours en plus qui étaient proposés par ma faculté. Ce n'est pas forcément proposé dans tous les cas, mais moi, ça l'était. Donc, j'ai suivi certains cours de français en plus, des cours d'anglais également, qui m'ont beaucoup servi. Et surtout, j'allais voir les professeurs, j'allais leur demander de l'aide. Et je pense que les professeurs en faculté... ils répondent présents en général dans ce genre de cas et ils sont contents de voir un élève motivé et qui sait ce qu'il veut. D'accord. Michel, est-ce que c'est un cas un petit peu particulier, Ali, où la plupart de ceux qui sont admis ont commencé à préparer le concours longtemps à l'avance, comme ça, dès la première année de licence? J'espère pas que c'est un cas particulier, mais c'est quand même un cas particulièrement volontaire, si j'ose dire. Donc je pense que certains découvrent ça un peu plus tard, à partir de la deuxième année et à la fin de la deuxième année. Okay. Mais c'est certainement la meilleure façon de se préparer. Mais c'est quand même réalisable si on s'y prend pas autant à l'avance, bien sûr. De la deuxième année de licence, même troisième année de licence, ou ça fait trop juste? J'ai pas mal d'amis qui étaient dans le même cursus que moi, qui se sont pris un peu plus tard, qui n'étaient pas au courant dès le départ, dès la deuxième, voire la troisième année, qui ne voulaient pas forcément entrer à Polytechnique, mais qui ont travaillé, qui ont préparé leur concours, que ce soit pour Polytechnique ou pour d'autres écoles, et qui au final ont eu les résultats suffisants pour arriver ici. Tu n'as pas parlé des épreuves de sport, il y a aussi des épreuves sportives. Est-ce que tu t'y es préparé particulièrement aussi? Est-ce que c'était dur? Parce que c'était ça la question. Alors là, attention, l'épreuve sportive, le coefficient est très réduit. Donc il faut être aussi un peu stratégique sur le concours. Moi, en l'occurrence, je m'étais préparé 6 mois à l'avance. J'allais courir tous les dimanches. Et je suivais un programme assez intense, mais c'était chaque dimanche, une fois par semaine. Je m'étais acheté des pointes aussi pour courir un peu vite. J'étais en bonne condition physique, ça suffisait, mais il faut juste s'assurer que la moyenne de nos épreuves sportives soit supérieure à 2 pour pas que ce soit éliminatoire. Donc a priori c'est suffisant. Essayez de pas trop couler au fond de la piscine aussi pour le 50 mètres et après ça se passe bien. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez lire la prochaine question. Voilà, comment expliquez-vous le fait que la quasi-majorité des admis sont des étudiants issus d'universités de la région parisienne? C'est vrai qu'il y a une majorité de nos admis qui sont... Exactement, donc ça doit être à peu près 60%, quelque chose comme ça, avec une répartition entre les universités. Il n'y a pas qu'une université, mais c'est vrai qu'on aimerait... Alors comment on l'explique? On l'explique sans doute par... D'abord, on est là pour corriger cet effet, puisque cette émission s'adresse, je l'espère, et couvre tout le territoire. Oui, elle est diffusée partout en France. Ok, très bien. Donc on est là pour corriger cet effet. Alors comment on l'explique? C'est sans doute un effet aussi d'anciens. Donc il y a un effet de boule de neige, d'anciens, de communication, et ça rejoint l'objectif de cette réunion. Ça doit jouer beaucoup aussi d'autocensure. On doit se dire, tiens, si on n'est pas dans une grande université parisienne, l'école polytechnique, c'est trop difficile pour moi. Je ne parle même pas du concours, là, je parle simplement après du cursus, des cours, etc. Donc beaucoup d'autocensure, il y a un manque d'information, et voilà, c'est ça. Pour vous, c'est simplement qu'il n'y a pas assez de candidats issus d'autres universités en dehors de Paris, c'est ça? Exactement. Vous ne faites pas de différence, en tout cas au moment de l'examen des dossiers, non. Vous ne regardez pas l'université d'origine? Si, on regarde bien évidemment l'université d'origine, on regarde le programme de l'université d'origine, donc c'est un programme, c'est pas un concours comme classe préparatoire super formaté et assez clair. Enfin, il est très clair notre concours, mais il est assez au cas par cas. Et on tient compte des différences d'université. Il y a des requis, il y a des prérequis, il faut un 13 de moyenne, quelle que soit l'université. Donc ça nous permet de brasser assez large. Ouais. Et puis après, au niveau des oraux, chaque examinateur connaît le programme et c'est à la carte. Mais il y a des très bonnes universités en dehors de celles de Paris. Exactement. Vous les prenez en compte aussi. Exactement, et on ne peut que regretter qu'il n'y a pas assez de candidats à Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille, à Lille.
Et d'ailleurs, tu pourras en dire Ouais. quelques mots, mais on a des actions, mène des actions actuellement pour justement corriger cet effet. D'accord. Juste, ouais, par Tu rapport peux à ajouter ça, quelque c'est chose? ça. Notre promotion, donc la 2018, on a créé une association, on appelle ça les Binets à l'école polytechnique, qui est l'association des universitaires en fait. Et notre but, c'est de promouvoir le concours justement en dehors des facs parisiennes. Donc ça passe par aller dans les facs. La semaine prochaine, on va à Toulouse, on va à Marseille, on va à Lille, et on va aller présenter le concours justement par équipe de 3 aux étudiants qui ne connaissent pas forcément cette filière-là. C'est vrai que moi, je l'ai apprise par un ancien qui était passé par la même filière, mais ce n'est pas forcément le cas dans ces facs-là qui sont en dehors de la région parisienne. Donc Toi, tu étais issu de la région parisienne, c'était ta région d'origine ou t'es allé dans une fac parisienne par stratégie? Comment ça s'est passé pour toi? Pas par stratégie, non. Après le baccalauréat, je suis allé dans la meilleure fac que j'ai trouvée sur Paris. J'habite en banlieue parisienne, donc D'accord. c'est comme ça que je suis Donc arrivé. c'est logique. Ouais. Et pourquoi tu as eu envie de faire la promotion du coup de l'X auprès d'autres personnes en région? C'est parce qu'on s'est rendu compte de ce phénomène-là, en tout cas, en fait. Ok. Nous-mêmes, dans notre association, on est beaucoup à venir de facs parisiennes. Il y a quelques-uns qui viennent de Marseille, d'autres de Lyon, mais comme il a dit, 60% viennent des facs parisiennes. On a parlé du fameux dossier. Quels sont les critères pris en compte? Qu'est-ce que vous regardez dans les dossiers? Donc on juge sur les 3 années. Donc les notes, c'est ça? Donc il y a les notes évidemment, il y a la progression dans les notes, et puis il y a les lettres de recommandation aussi des professeurs, et la lettre de motivation aussi. Donc tout ça c'est un ensemble qui fait que le jury décide si le candidat est admissible ou pas. 13 de moyenne minimum, c'est bien ça? C'est ça. Tu avais combien en toi à peu deuxième près? Alors, je suis pas forcément. Le grand sourire pour dire que j'étais trop fort. C'est ça. Je suis pas représentatif de. D'accord, donc tu étais de un ce qui arrive. excellent élève. Mais c'est ça? j'étais major de ma fac, donc avec 18,6, quelque chose comme ça sur 20 en troisième année. Un jour je viendrai avec un Avec un moins bon? polytechnicien ou une polytechnicienne qui a eu 13 de moyenne. Oui, il faudrait, pour rassurer un petit peu Oh, ceux qui L2. nous regardent justement. Est-ce Exactement. qu'autour de toi, il y avait quand même des personnes qui avaient 13 de moyenne par exemple, puisque c'est le minimum? Alors ça dépend des facultés aussi, de la manière dont elles notent. Je sais qu'à Dauphine, ils notent au classement, c'est-à-dire que le premier a 20, alors qu'à Jussieu, nous, on notait pas au classement, on notait par rapport à l'examen. C'est pour ça que je pense que le 13 de moyenne, c'est une limite qui est bien faite parce qu'elle peut fonctionner pour toutes les différentes facs et les différents systèmes de notation. Maintenant, j'ai des amis qui avaient des notes pas forcément, qui ne comptaient pas à 18, mais qui étaient, je pense, à 14, 15, qui ont réussi à très bien s'en sortir et qui sont arrivés dans des très grandes écoles également. C'est Ok. ça. L'idée du 13 est de ne pas prendre ou de ne pas déclarer admissible un candidat dont on sait à 99,99% de chance, les miracles ça existe, mais qui ne sera pas admis. Donc c'est ça. Ok. Alors je suis présentement en M1 mathématiques appliquées. Donc il est en M1, il n'est pas en licence. Donc ce concours s'adresse uniquement aux candidats qui sont en licence. D'accord, on peut juste finir de la lire comme ça on voit. Oui. J'ai fait une L1 de physique, puis une réorientation en mathématiques pour 3 ans, soit 4 ans de licence. J'aimerais savoir si un étudiant avec ce profil peut être autorisé à participer au concours FUI. Alors, il mentionne la FUI, donc j'imagine que... International, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ça me permet de dire 2 choses. D'abord, si vous êtes en maîtrise, effectivement, ce concours ne s'adresse plus à vous. Français ou international. C'est uniquement en licence. Et en revanche, c'est le même concours. Que vous êtes français ou d'origine étrangère, vous allez exactement passer le même concours, puisque notre philosophie dans toutes les filières d'ailleurs, c'est une formation, un concours. D'accord, donc vraiment il faut insister sur le fait qu'il faut candidater, passer le concours en L3 Exactement. uniquement. Exactement. Ok, allez-y. Alors, compte tenu des grèves dans de nombreuses universités des professeurs, compte tenu des grèves, dans de nombreuses universités des professeurs effectuent des rétentions de notes. Ouais. Cela sera-t-il pris en compte lors de l'examen des candidatures? Question un petit peu conjoncturelle. Exactement. Il est évident qu'on ne peut pas déclarer une admissibilité si on n'a pas de notes. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. D'accord. Vous n'y avez pas encore réfléchi, mais j'imagine que vous allez faire aussi du cas par cas pour ces personnes-là. Exactement. Est-ce que vous leur conseillez de le mentionner peut-être quelque part? Oui, et très très en amont, dès leur inscription et dans le dossier.
D'accord. Et Donc- d'attirer notre attention. Éventuellement, m'envoyer un email aussi directement et ne pas attendre le jury d'admissibilité. Enfin, de toute façon, je prendrai les choses en amont. D'accord. Mais je leur conseille vraiment de m'envoyer un email et de me signaler Ok. ces problèmes. Vos coordonnées sont facilement trouvables? C'est michel.gonin@polytechnique.edu. Merci, voilà, la transparence est lancée, est faite. Allez-y pour la prochaine question. Bonjour, je suis actuellement en PCSI, mais je pensais me réorienter en première année à la fac. Je serai donc à Bac+4 en L3. Est-ce un problème pour le concours? Alors Michel, tu m'arrêtes, mais Les petites subtilités. a priori, il n'y a pas du tout de problème. J'ai l'impression qu'on fait une seule année, donc bien une seule, mais pas 2 années de classe préparatoire. Il n'y a pas de problème pour passer le concours. Et c'est le cas de beaucoup de mes amis qui ont passé le concours universitaire. D'accord. Il y a juste un petit problème, mais effectivement sur le fond, par rapport aux classes préparatoires, il n'y a pas de problème. Ouais. En principe, nos textes disent, c'est pas en principe, même exactement, nos textes disent que c'est Bac+3, le déroulement normal du cursus. Mais évidemment, il y a un dossier d'admissibilité, il y a un jury et on juge au cas par cas. Et donc, il y a des exceptions et on peut être à Bac+4 en étant en L3 et éventuellement candidater au concours. Toutes ces exceptions sont connues ou est-ce que vous Oui, c'est- tout à oui. fait. Quelles sont-elles, par exemple? Ça peut être quoi comme cas de figure, à part avoir fait une orientation après une prépa, ça peut être quoi? On peut avoir fait une année de médecine, par exemple. Mhm. Il y a quelques candidats chaque année. On peut avoir quelque chose de plus exotique. Il y a 2 ou 3 ans, on avait une personne qui est intéressée par la danse, une polytechnicienne qui était venue ici, je crois même, et qui avait fait 2 ans de conservatoire. Et C'est après, vrai. elle avait fait une licence de maths. Donc voilà, il y a vraiment des profils, et c'est ce qu'on cherche aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu de souplesse. Ok, très bien. Bah écoutez, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble. On va passer à la séquence les clichés tout de suite. Quels sont les préjugés, les a priori qu'on peut avoir sur Polytechnique? Il y en a quelques-uns, j'imagine. Est-ce que vous pouvez m'en dire au moins 3 ce soir et peut-être essayer de les démonter? Je vais commencer par un cliché qui revient souvent, c'est que les universitaires qui intègrent Polytechnique ne sont pas des X. Alors, les X, c'est les élèves du cursus ingénieur polytechnicien, et les universitaires, à partir du moment où on passe le concours, qu'on soit français ou international, on devient un X. Ça, c'est aussi clair que ça. Et surtout, on est investi dans la promotion. C'est-à-dire qu'on fait partie d'associations, on fait partie de l'aspect militaire de l'école. Aujourd'hui, le représentant des élèves de ma promotion au conseil d'administration de l'école, qui va fonctionner avec les grosses têtes, on va dire, de l'école, le président, tout ça, c'est un universitaire, pour la première fois. Moi-même, je suis le porte-drapeau de l'école, je suis universitaire. Il y a aussi des représentants des élèves dans les différentes sections. On est regroupés par sections sportives, qu'on appelle les crotos, qui sont également des universitaires. Et je pense qu'ils sont de plus en plus investis dans la promo. On a fait notre association et les universitaires sont des X. Très bien. Deuxième cliché? Je rajouterais juste quand Ali dit porte-drapeau, c'est littéralement porte-drapeau, hein, c'est-à-dire Il porte lui, le drapeau. Oui, sur les Champs-Élysées, Sur les il était en tête du cortège. défilé au 14 juillet. Ok, très bien. Bravo pour le porte-drapeau. Est-ce que vous avez un deuxième cliché? Oui, il y en a beaucoup, hein, malheureusement, mais un deuxième cliché concerne la recherche, en fait, à l'école polytechnique, et le fait que l'école polytechnique est non seulement une école d'ingénieurs généralistes, mais c'est une école qui a un caractère très universitaire. Et si vous êtes intéressé par la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, que ce soit en maths, en physique et dans plein d'autres domaines, l'université est une bonne chose, sans aucun doute, mais venez aussi à l'école polytechnique. Et ça, je crois que c'est un cliché assez fort. Vous en avez un troisième? L'autre cliché, peut-être, c'est que les femmes pourraient ne pas être tout à fait heureuses à l'école polytechnique. Pour 2 raisons. D'abord, il y a l'aspect militaire, et puis après, il y a la vie sur le campus. Ça, je pense que beaucoup d'actions sont menées. Ce qu'on aimerait déjà, c'est avoir plus de candidates et en filière universitaire. Il y a une année, on avait 50% de femmes qui ont intégré l'X dans la filière universitaire. Donc, on était très, très contents. Après, malheureusement, c'est rebaissé plus vers les standards des autres filières, c'est-à-dire à peu près 20%, ce qui est déjà bien, mais pas assez. Donc, on aimerait plus de candidates. Une fois à l'école polytechnique, ça se passe assez bien, la courtine, je pense que globalement les retours, tu pourras en dire quelques mots, sont très bien. Et après, dans le cursus, il n'y a absolument aucun problème et on est très attentif à l'école polytechnique, en particulier ces dernières années, mais déjà avant, évidemment,
sur cet aspect-là, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes sont absolument heureux et heureuses d'être à l'école polytechnique. Oui, complètement. Le genre ne joue pas du tout sur l'aspect militaire de l'école. Je pense que les filles s'adaptent très très bien, voire même mieux que les garçons à cet aspect-là. Et même notre année, on a notre première représentante, ce qu'on appelle la caisse de l'école, qui est le bureau des élèves, qui va s'occuper de travailler avec l'administration sur le programme de Polytechnique. Et la première caissière en fait militaire, qui est une fille pour la première fois de l'histoire de Polytechnique. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour tous ces clichés démontés. On va passer à la suite des questions. Alors pourquoi chaque année y a-t-il plus de personnes provenant des licences de maths qui intègrent votre école que des personnes provenant des licences de physique ou de mécanique? La première réponse, c'est qu'il y a plus de candidats qui proviennent des licences de maths que de physique. C'est un peu pareil que pour la question sur les régions et oui, Paris. Exactement. Donc effectivement, et donc les raisons sont sans doute les mêmes. On ne favorise pas les licences de maths. Au contraire, on aimerait avoir plus de licences de mécanique. À Lyon, il y a un exemple. Et on aimerait avoir des licences de chimie aussi, plus de licences d'informatique. L'intelligence artificielle, comme vous le savez, est en train de se développer à la vitesse presque de la lumière, si j'ose dire. Donc on veut vraiment plus de profils, pas seulement des maths et de la physique. Mais le gros des troupes, c'est quand même les matheux, du coup, parce que peut-être aussi votre cursus contient beaucoup de maths, finalement. Oui, vous voulez dire au niveau des candidatures à ce moment-là. Oui, c'est vrai que l'école polytechnique, l'équation de l'école polytechnique, si j'ose dire, a longtemps été mathématique. Maintenant, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus varié que ça quand même au niveau du cursus et des cours. Il n'y a pas que des maths, Alix. C'est pas forcément vrai, parce qu'aujourd'hui, on choisit nos cours. On choisit 3 cours par période et on peut ne pas choisir de mathématiques. On peut suivre de la chimie, de l'économie et de la biologie, comme on peut faire un cursus maths appliquées, info. Enfin, c'est vraiment au choix de l'élève. D'accord. Et après, du coup, ces profils-là, type informatique ou mécanique comme toi, sont très bien intégrés, suivent parfaitement bien les cours comme les autres? Il n'y a pas de différence? Alors, ça dépend. Donc, après, on peut arriver avec plus ou moins de lacunes. Moi, arrivant en licence de mécanique, j'avais fait moins de mathématiques qu'un élève qui sortirait par exemple de prépa MP. Mais l'école polytechnique fait tout pour qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a des tutorats qui sont organisés, on peut faire des cours en plus pour aller voir les professeurs. Et une fois que nous, on a fourni le travail suffisant, tout simplement, on s'adapte et on a les notes équivalentes. Donc avant, du coup, d'intégrer le cursus, vous avez droit à des cours de rattrapage, c'est comme ça que ça peut s'appeler? Non, c'est plutôt un tutorat. Ça va être pendant le cours, ça va être des heures en plus pendant la semaine qu'on va pouvoir faire. Et les profs sont très disponibles pour nous. Le soir, ils viennent nous voir et ils sont à l'écoute et ils nous aident beaucoup. Très bien. Bonjour, étant étranger, comment pourrais-je faire pour postuler? Donc, encore une fois, je l'ai dit, mais ce concours filière universitaire française s'adresse aussi bien aux élèves français qu'aux élèves internationaux en France, dans les universités. Donc, il y a un site d'inscription. Il est ouvert jusqu'à mi-mars, donc j'encourage à C'est exactement la même procédure, oui. les mêmes épreuves, etc., les mêmes coefficients. Il y a quelques petites subtilités, peut-être au niveau du dossier, l'âge par exemple? L'âge, oui, effectivement, pour les Français, il faut avoir moins de 22 ans au 1er janvier de l'année du concours. Alors pour les internationaux, c'est 25 ans, donc ça c'est la première différence. La deuxième petite différence, c'est au niveau des épreuves de français, puisqu'il y a une épreuve de français. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend la meilleure moyenne à l'issue des épreuves qu'on calcule, avec ou sans les épreuves de français, et c'est celle qu'on garde pour le classement final. Quid des étudiants internationaux, une fois qu'on a intégré, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a beaucoup. Je pense qu'on est 400 Français et 550 par promotion, ce qui fait 150 internationaux si je ne me trompe pas. Oui, vous devez être 415 Français et 132 internationaux. Donc tu n'étais pas loin. Ouais, ça donne quoi comme ambiance avec les internationaux? Ils s'adaptent dans les sections. Nous, on va les voir, on essaie de discuter avec eux. Ils parlent plus ou moins bien français, donc on essaie de s'adapter à ça aussi. Et moi je suis en section football par exemple. On a pas mal de Brésiliens qui sont là, qui viennent, avec qui on s'amuse beaucoup. Voilà. Ouais, cliché peut-être. Oui, mais c'est des très bons amis, on joue avec eux, on est content de les voir. On fait des journées à thème aussi, selon leur pays. On mange, ils nous préparent des plats, on mange avec eux, on regarde des films avec eux, genre la culture brésilienne, ça se passe très bien. On essaie au maximum de les intégrer à la promotion. Les cours sont en quelle langue à la Polytechnique? Alors la plupart des cours sont en français, mais il y a des cours en anglais. Notamment, j'ai suivi un cours d'informatique qui était en anglais,
et ça se passe bien globalement. Vu le niveau d'anglais requis pour entrer. Oui, alors... Il y a une question sur l'anglais, je ne sais pas si c'était ça que vous vouliez dire. Non, juste pour... oui, il y a des cours en français en tronc commun, mais quand tu vas arriver en 3e année, là, il y a de plus en plus des cours bilingues, c'est-à-dire à la fois en français, à la fois en anglais. Juste pour rajouter un petit point sur cet aspect-là, on tient beaucoup à ce caractère international du cycle ingénieur. C'est vraiment une richesse incroyable. Et encore une fois, 130 sur 400, vous pouvez calculer vous-même le pourcentage. C'est vraiment, on est très content de ce pourcentage assez élevé dans un cursus du type undergraduate pour se normaliser à l'international. C'est pas si fréquent d'avoir autant d'internationaux dans ces cycles. Très bien. La prochaine question du coup sur l'anglais. Alors, doit-on obligatoirement passer l'anglais à l'oral ou est-ce un choix ? Quel niveau approximatif est-il attendu ? Alors non, l'anglais c'est une option parmi d'autres langues. Qu'est-ce que tu avais choisi ? J'avais pris l'anglais moi. Tu avais pris l'anglais, oui. Il y a 5 langues, donc les langues... Les classiques, allemand, espagnol, italien. Italien, oui. Arabe. Chinois. Chinois, oui. Comme ça. Également. Ok. Et vous attendez le même niveau dans les autres langues que quelqu'un qui passe l'anglais, ou on attend quand même que tout le monde parle plus ou moins bien l'anglais ? Oui. C'est-à-dire on n'a pas moins de chance si on passe l'anglais que si on passe l'allemand, par exemple ? Ah non, il n'y a aucune différence. Vous ne faites pas de différence de niveau ? Non. Ok. Au niveau du niveau attendu, je pense qu'on ne demande pas aux élèves d'être bilingues non plus, mais c'est de comprendre. Enfin, l'épreuve, c'est une vidéo. Donc on regarde la vidéo, après il faut faire une espèce de compte-rendu de la vidéo et apporter des connaissances personnelles dessus. Donc ce qu'il faut, c'est, je pense, ce qu'on conseillerait aux étudiants qui préparent le concours, c'est être au courant de l'actualité dans les pays anglo-saxons, s'ils passent en anglais, ou les pays germanophones, s'ils passent l'épreuve d'allemand. Et savoir comprendre une vidéo, restituer, mais pas forcément dans un anglais ou dans une langue parfaite. D'accord. Tu t'es entraîné comment ? Est-ce qu'on peut avoir accès à des vidéos qui ont déjà été données en entretien, à l'oral ? Oui. Je pense qu'il y a une banque, il y a une banque en ligne Mais le conseil qu'on donne surtout, et c'est ce que tu as fait, je crois, c'est de venir assister à nos oraux. Aussi bien aux oraux de langue. On me dit dans l'oreillette qu'il y a une question sur ça, et c'est vrai que je l'ai vu passer en amont. Okay. Du coup, on peut la lire comme ça, on y répond dans la foulée. Ah d'accord, parfait. Alors à partir de quand pourra-t-on s'inscrire pour assister aux oraux universitaires de l'année 2020 ? Donc les oraux auront lieu la 2e quinzaine du mois de mai. Donc l'inscription pour les oraux, ça sera à partir de mi-avril, quelque chose comme ça, ou fin avril. Mi-avril, on va dire. Ok. Alors, il y a un site d'inscription. Voilà, donc c'est un site web d'inscription avec et donc il y aura quelques questions. Vous disiez, ça sert justement à préparer ces oraux, d'aller voir ceux de l'année d'avant. Oui. Ça permet de situer un peu, de clarifier la situation. Ça va un peu démystifier peut-être un petit peu, désacraliser. Démystifier aussi, puis comprendre un peu quelle est l'ambiance au départ. Moi, je pensais que ce serait hyper silencieux dans les couloirs, que tout le monde serait à fond sur ses fiches. Et en fait, on se rend compte que les gens discutent, que ça se passe bien, qu'ils respirent, bon, ils sont en chemise et ils stressent un peu. Mais voilà, ça démystifie un peu, ouais. C'est bien de voir un peu aussi, comme tu disais, une matière scientifique, peut-être aussi une matière littéraire, pour un peu voir à quoi ça ressemble. Moi, je me souviens, j'étais venu assister aussi aux entretiens de motivation. Je pense que ça m'a beaucoup apporté d'avoir assisté à ça. Parce que je n'avais pas trop d'idées de quelles questions ils allaient poser. Et ça permis de préparer un peu certaines questions en amont, par exemple ? Après, c'est un entretien de motivation, donc il y a des questions habituelles, puis il y a les questions auxquelles on s'attend. Donc, qui êtes-vous ? Présentez-vous, présentez votre parcours. Pourquoi quitter la fac ? Ce genre de choses. Donc ça, c'est des questions dont on se doute qu'il faut préparer. Mais il y a une part où il faut montrer son ouverture d'esprit et un peu de connaissances extra-scientifiques. Et c'est ça que je n'avais pas forcément vu dès le départ et qui m'est venu quand je suis venu assister aux oraux. Et quand on passe les oraux, on est obligatoirement avec quelqu'un, des personnes qui regardent les oraux, ou on peut décider que ce soit privé ? On a le choix. Ça peut être stressant ? Oui, ça peut être stressant. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise. Il n'y a pas énormément non plus de gens qui assistent forcément aux oraux. De plus en plus. De plus en plus. Tant mieux. Okay. Et effectivement, le candidat peut ou ne peut pas accepter l'audition. Oui.
statistiquement, la majorité, la grande majorité même, accepte en fait. Parce qu'effectivement, on peut penser que ça met... Nos oraux, c'est 55 minutes ou 1 heure, hein, donc c'est long. Hein. Donc on peut penser que ça met une pression supplémentaire, mais au bout de 30 secondes, ils oublient. On a oublié. C'est comme là, on oublie qu'il y a les caméras, etc. Donc c'est exactement pareil. Ouais. C'est ça. Très bien. Eh ben, on est déjà à la moitié du live. On arrive à la séquence « Qui suis-je » Ce soir, nous avons 3 personnalités. Une, peut-être que vous ne connaissez pas, je ne sais pas si vous connaissez X-Men. Alors, on a fait un peu des jeux de mots avec l'X. Pardonnez notre humour. Wolverine, un des personnages de X-Men. On a Malcolm X, militant des droits de l'homme, voilà, américain, qui est assassiné. On a Virginia Rometty, directrice d'IBM. Bon, il n'y a pas de blague avec Virginia Rometty, c'est juste qu'on cherchait une femme aussi pour représenter éventuellement l'X. Alors, tu peux réfléchir à voix haute. Hein. Ouais, je prendrais la persévérance de Malcolm X déjà, dans un premier temps. Ouais. Ça fait partie du cursus, c'est nécessaire au concours parce que ça demande quand même un certain apport de travail personnel. Donc ça te permet cette persévérance-là. Je dirais que d'autres qualités d'un polytechnicien, ce serait aussi l'adaptabilité et le côté un peu pluridisciplinaire. Je ne sais pas si ça touche à la dirigeante. X-Men plutôt. Pluridisciplinaire, ouais. Moi, je ne sais pas si Wolverine est pluridisciplinaire plutôt. C'est côté super-héros, est-ce qu'il faut être un super-héros pour passer l'X ? Non, il faut plus être persévérant. On est être un surhomme, quoi. On n'est pas des surhommes. On est des étudiants qui ont beaucoup travaillé, qui se sont donnés, qui se sont investis, qui ont su faire des sacrifices, et c'est comme ça qu'on a réussi à intégrer. On n'a pas des promos de 550 Albert Einstein. Ça, okay. C'est clair. Et tant mieux, parce que ça permet de garder les pieds sur terre et beaucoup plus qu'avoir un fort esprit de promotion. Très bien. Michel ? Très bien, j'ai rien à rajouter. Ok, très bien. Merci beaucoup pour tes réponses. On va passer à la suite des questions. Alors, j'aimerais avoir plus d'infos sur la lettre de motivation. Doit-elle être manuscrite? Tenir sur 1 ou 2 pages? Qu'est-ce qu'elle doit inclure comme info sur le candidat? Écoutez, une lettre de motivation, c'est quelque chose de très personnel. Donc, d'une façon générale, il n'y a pas de règles. Et si on donne des règles, ça part déjà mal, quoi. Il faut que ça soit quelque chose de très sincère. Donc, si elle est manuscrite, c'est mieux, mais on ne va pas faire une analyse particulière de votre lettre. C'est mieux, donc quand même, vous préférez quand on a écrit à la main directement plutôt que taper à l'ordi. C'est bien de le dire. C'est variable. Je ne lis pas toutes les lettres On a un jury, hein, donc... Oui, disons que ça dépend de l'écriture. Si on a une écriture absolument illisible, je souhaite de ne pas la produire manuscrite. Hein. Toi, tu l'as fait à l'ordi ? Oui, complètement. Exactement, oui. 1 ou 2 pages, oui, ça dépend. Là encore, il n'y a vraiment pas de règles. Il faut surtout qu'elle soit sincère. Ça, c'est très, très important. Et qu'elle contienne toutes les informations nécessaires pour mieux vous connaître. C'est ça l'objectif. Et connaître vos ambitions, vos rêves, et pourquoi vous voulez venir à l'X et pas aller ailleurs. D'accord. Ali, tu avais mis quoi dedans? Peut-être juste un point, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour les personnes qui auraient peut-être un trou dans leur parcours de licence, des résultats un peu moins un semestre parce qu'ils auraient eu un problème médical ou ce genre de choses, c'est peut-être là l'occasion de certainement. Ouais. S'il n'y a pas la règle des 3 ans après le bac, mais une année... c'est à ce moment-là qu'on peut le dire. Ah oui, certainement. Le dire, le justifier. Très juste. Ouais. T'avais mis quoi, toi, exactement, pour qu'on ait un peu un exemple? Moi, j'avais mis, je pense que j'avais fait 3 paragraphes. Où le premier, je m'étais présenté. Le deuxième, j'avais dit pourquoi l'X. Et le troisième, pourquoi mon profil correspondait à l'X. Ça, c'est le classique un peu le classique. Et nous. Exactement. C'est ça. Donc, tu conseilles peut-être de reprendre ce plan? J'avais surtout justifié parce que j'avais fait dans mon dossier en extra-scolaire. C'est-à-dire que j'avais fait un stage entre ma deuxième et troisième année, un stage de recherche. Et je pense que j'avais essayé de mettre ça en avant pour booster mon dossier. D'accord, donc ça peut être aussi un conseil qu'on peut donner, c'est de mettre en avant ce qu'il y a en dehors des cours, ce qu'on fait à côté. Ouais. Donc tout est valorisable, le sport, l'associatif. Exactement. Ouais.
exactement. Un peu à l'américaine, au-delà des compétences scolaires pures. Ouais. L'associatif, le sportif, et les stages. Encore Ok. une fois, l'objectif de cette filière, c'est la diversité. Mm. Et des profils atypiques sont les bienvenus. D'accord. Alors, comment cela se passe-t-il pour les prépas en université? C'est bien par la filière universitaire après une L3. Je ne comprends pas bien la... J'imagine que ça ressemble à la question qu'on a déjà eue. Est-ce qu'on vous acceptez les personnes qui ont fait une prépa dans un premier temps et ensuite qui se sont réorientées vers l'université? Oui, encore une fois, vous pouvez faire une année de prépa et après vous réorienter, faire la L2 et la L3 à l'université. Ça, c'est certainement une possibilité. Certaines universités, je pensais que l'allusion était plutôt à certaines universités développent des partenariats et des formations du style un peu prépa au Ah oui, ça concours, peut être pris dans ce etc. sens-là, oui. Alors, tu as un commentaire particulier sur ces formations? Toi, par exemple, tu as eu accès à une certaine préparation Ouais, à ouais, l'université? c'était l'avantage de ma faculté, c'est que je pouvais prendre ces cours en plus là, Ok. qui m'ont aidé à préparer. Après, j'invite moi tous les étudiants de l'université à aller voir leurs professeurs, aller voir les directeurs de licence et essayer d'avoir cette préparation en plus. S'ils y viennent à plusieurs en plus, ça a beaucoup de chances de fonctionner. Très bien. Prochaine question. Bonjour, j'avais une question concernant les sections sportives de l'école. Pourquoi les filles n'ont-elles pas accès à la section football et rugby? Alors, étant moi en section Alors, football, pourquoi? Comment ça se fait? c'est un grand sujet et on essaie de changer ça. Le problème, la réponse est très simple, c'est qu'il n'y a pas assez de filles qui demandent la section football et la section rugby pour former une équipe, tout D'accord. simplement. Une équipe de foot, c'est 11 sur le terrain, 15 en réalité avec les remplaçants et les blessés et autres. Et on n'a pas chaque année 15 filles pour former une équipe en section football. D'accord. Donc on a ce problème-là. Mais on essaie de le changer. On est actuellement en discussion avec l'administration pour faire changer ça. Et d'ailleurs, nos dirigeants militaires ont pour volonté de changer ça. Il faudrait juste... En fait, ce qu'on envoie, c'est que chaque année, on envoie des sondages pour savoir combien de filles seraient intéressées par la section football et si on en aurait assez pour former une équipe. D'accord, très bien. Ça me donne l'occasion peut-être de parler un peu du sport. Oui. Est-ce qu'il est présent, Alix? Alors, il est très présent, Alix. C'était une question rhétorique. Donc, l'IX, c'est des cours avant tout, bien sûr. Ouais. Mais il y a aussi l'associatif, le sportif et le militaire. Donc, on a des Dans gens- cet ordre-là, de préférence ou de quantité de cours? Ça dépend de l'année. La première année, c'est très militaire. La deuxième année, on va plus être concentré sur les associations et le sport. Et Oui. les cours, c'est tout le temps. Et les cours, c'est tout le temps. Les cours, c'est tout le temps, on n'y coupe pas. Oui. Je reviens sur le sportif. Donc, on a 3 entraînements mandatés par semaine. En l'occurrence en football, donc le lundi matin obligatoire. Après, on choisit entre le mardi et le mercredi. Et le jeudi après-midi, on a les matchs dans un championnat universitaire. D'accord. C'est obligatoire? C'est Le sport. obligatoire. C'est c'est obligatoire. noté. Tout le monde est en section sportive et ça fait partie de la notation à la fin de l'année. D'accord. Donc on n'y coupe pas non plus au sport. Il y a quoi comme d'autres sports à part le rugby et le foot Alors, qui il ne y sont pas a accessibles aux filles, 16 par exemple? sports à l'école polytechnique. Il y a des sports collectifs comme le rugby, le foot, le volley, le basket, le handball. Mais il y a aussi des sports plus ou moins individuels, la boxe, l'escrime, l'équitation, le badminton, le tennis. Et toutes ces Ultimate. sections sont mixtes, mis à part le foot et le rugby. Hein. Voilà. Ok. Bah, D'accord. très bien. Donc, Merci. Allez-y pour la prochaine question. Alors, si nous avons fait une double licence en mathématiques et en biologie ou en économie, est-il tout de même possible de se présenter à l'examen d'entrée, sachant qu'on n'a donc pas suivi de cours de physique pendant les années de licence? Tout à fait. À ce moment-là, vous serez jugé sur les notions de base que vous avez eues en physique, c'est-à-dire en terminale. Et on va surtout essayer d'évaluer, c'est votre potentiel et votre appétence pour cette matière, parce qu'il est clair que nous sommes une école généraliste et qu'en tronc commun, vous allez faire de la physique, et notamment de la mécanique quantique. Et donc, donc il faudra un peu rattraper au début ce décalage, mais c'est tout à fait possible, évidemment. Grâce au tutorat dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Et surtout pendant le tronc commun, donc il y a ce qu'on appelle des MOOC qui nous sont envoyés pendant notre stage militaire. Des cours en ligne. C'est ça. Qui nous sont envoyés 3-4 mois à l'avance, avant le début du tronc commun. Et qu'on peut commencer à préparer. C'était mon cas. Ok. À quel débouché accèdent vos diplômés ex-universitaires?
les débouchés sont exactement les mêmes que les ex-classes préparatoires. Ok. Et c'est même vrai pour les polytechniciens français et polytechniciennes françaises et les polytechniciens internationaux. Donc les débouchés, c'est très varié. Il y a d'abord, j'aimerais dire qu'il y a 30% ou 28% de nos élèves qui continuent leur cursus par une thèse. D'accord, donc, et puis évidemment, quand on regarde à la fin, il y a de mémoire, il doit y avoir à peu près 50% des polytechniciens qui vont dans les entreprises. Il y a une fraction assez importante qui reste dans le milieu académique ou dans la recherche. Il y a une fraction qui va aller dans le consulting, évidemment. Et puis, il y a une fraction qui reste militaire, si j'ose dire, soit sur le terrain, soit à la direction générale de l'armement ou tout ce qui gravite autour des responsabilités militaires en général, y compris l'industrie en France. Donc, mais le point important, c'est que, encore une fois, les débouchés sont exactement les mêmes que les autres Il n'y a pas polytechniciens. d'appétence particulière pour les ex-universitaires, par exemple pour la recherche. Vous disiez que c'était un des débouchés principaux. J'aimerais Vous dire, ne faites pas des statistiques à la sortie? puisque je suis chercheur en physique, j'aimerais dire oui, enfin répondre oui à votre question, mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ce qu'on fait avec la filière universitaire et avec les autres filières, c'est qu'il y a un rebrassage assez complet. Il y a une diversité dans les cours qui ouvre des nouveaux horizons. Et c'est vrai pour les classes préparatoires, mais c'est vrai pour les universitaires. Peut-être qu'en venant à l'école polytechnique, on a quelque chose en tête, mais une fois qu'on suit tous les merveilleux cours qu'on a à l'IX, on change d'avis, et heureusement, et c'est exactement l'objectif aussi de nos cours. Mais je te laisse peut-être commenter sur ça. Oui, d'ailleurs c'est assez impressionnant quand on vient d'une licence. Moi j'ai une licence avec une seule mention, je faisais uniquement de la mécanique. Aujourd'hui j'arrive, le tronc commun c'est 6 cours différents, c'est hyper varié et en fait c'est une chance. On se rend pas assez compte de ça à la fac, mais ce caractère pluridisciplinaire de l'école c'est vraiment une chance, et surtout ça ouvre nos horizons, faire des choses inespérées. Par exemple, qu'est-ce que tu veux faire toi? C'est une bonne question. Trop d'horizons ouverts en fait. C'est une bonne question, voilà. Aujourd'hui, moi je me suis un peu plus orienté, par exemple sur les maths appliquées, je fais un peu plus aussi de l'économie. Donc, Tu dis ça parce que effectivement vous pouvez choisir en fait un peu vos cours, c'est ça? C'est ça, on choisit vraiment ce qu'on veut comme cours, et j'aimerais bien consolider tout ça avec la mécanique et en faire mon métier. Donc tu sais toujours pas ce que tu veux faire? Pas Concrètement d'idée? non, mais c'est dans l'idée. Mais on peut même prolonger ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire non seulement l'école, avec les cours et la diversité des cours, va vous ouvrir de nouveaux horizons d'un point de vue professionnel, mais peut-être même d'un point de vue personnel aussi. Par exemple, on a les stages, par exemple, les stages de formation humaine, l'ancien service militaire, qui vous permettent de faire des choses incroyables et très, très inattendues. Et là encore, on en discutait dans la voiture en venant. Ali est un témoignage, il va vous expliquer le stage qu'il a fait. Et il n'avait pas anticipé ce stage il y a un an avant de venir à l'école polytechnique. En fait, je te laisse en dire un peu C'était quoi plus. ton stage Moi, c'est l'aspect militaire de l'école. J'y connaissais pas grand-chose, parce que moi-même, je n'ai pas de famille militaire. Mais je suis arrivé à la corporation où... pendant 3 ans, j'avais fait des maths et on m'a demandé de faire des pompes au sol. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Et pendant 8 mois, j'ai fait un stage militaire. J'ai eu l'honneur de rejoindre les rangs de la Légion étrangère pendant 4 mois. Et oui, c'était à quel endroit, une belle formation. À Castelnaudary, dans le sud de la France, au 4e régiment étranger. Et oui, c'est une expérience unique, et c'est vraiment une chance à ce niveau-là de pouvoir faire ça. Et je pense que l'école polytechnique va continuer, j'espère, dans de nombreuses années, à faire ce service militaire pour ses élèves. Très bien. Prochaine question. Alors, pouvez-vous nous dire comment se passe le choix de la spécialisation une fois à l'école polytechnique? Donc les 2 premières années, enfin surtout la première année, mais la 2e année aussi, on l'a dit, une école généraliste, scientifique évidemment, mais généraliste, donc avec des cours. En 2e année, vous pourrez commencer un peu à affiner certains cours en fonction de vos préférences.
Et le choix important, c'est à partir de la 3e année. Là, il y a des programmes d'approfondissement. Et là, vous allez choisir soit la mécanique, soit l'énergie, soit Big Data, soit la physique, etc. Donc, c'est au bout de la 3e année, l'équivalent d'un M1 que vous allez décider. En 2e année, c'est vraiment, c'est pas une spécialisation, on choisit ce qu'on veut, on fait la carte qu'on veut, finalement, le menu qu'on veut. Oui, mais les parcours d'approfondissement en 3e année requièrent parfois, pas tous, qu'on ait fait certains cours en 2e année. Donc, surtout, je pense à ceux de mathématiques qui demandent d'avoir vu quand même certains cours de mathématiques en 2e année. Ok, très bien. Vous savez quoi, il reste un quart d'heure ensemble. Ouais. C'est le moment de la destination finale. Destination finale, c'est le moment de choisir un papier et une phrase surtout qu'il va falloir compléter. Au hasard. Allez, c'est le hasard qui décide. Hop. L'association étudiante que je préfère, c'est... Bon, alors, totalement objectif. Moi, je suis président de mon association dont je vous ai parlé, là, de l'association universitaire. Ok. Donc, ouais, c'est clairement celle que je préfère. Je peux peut-être parler d'une autre. Oui, si tu en avais une deuxième. Ouais. Je suis également dans l'association Les Tribunes de l'X, qui est une association qui va inviter des personnalités plus ou moins connues, que soit du monde politique ou pas, pour partager un aspect de leur carrière, une partie de leur expérience. En général, eux sont très contents de venir à l'X. Aujourd'hui, on a invité des personnages du politique du monde varié. En septembre, on avait François Hollande, mais il y a 2 semaines, on avait un rescapé de la Shoah. Donc, c'est vraiment des expériences variées. Et surtout, ça fait plaisir de voir qu'on peut remplir des amphis de 200 à 600 places avec des X qui sont intéressés par ces parcours-là. Ok, donc ça, c'est plutôt des associations, on va dire, sérieuses. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus détentes, style un BDE? Je sais que ça ne s'appelle pas forcément comme ça chez vous. Vous avez des noms pour chaque chose. Alors, le BDE à l'X, il ne va pas forcément être... il va être assez sérieux aussi, parce qu'ils vont beaucoup travailler avec l'administration sur les différents aspects de l'école. Mais des associations un peu plus drôles, je pense au Binet le Bobard, qui sert à la promotion de bars, là où on fait nos soirées également avec le Styx qui est une association qui va faire de la musique pour toutes nos soirées reconnues sur le Platal. Ok, très bien, merci beaucoup. Tu peux reposer le papier pour les prochains. Merci. Alors le programme est très théorique ou il y a aussi de la pratique? Merci bien. Donc oui, effectivement, nous avons des cours théoriques de maths et d'autres disciplines, mais on tient beaucoup à ce que les élèves polytechniciens soient en contact notamment avec les chercheurs. Et on a des laboratoires à l'école polytechnique, évidemment. Ils sont nombreux dans n'importe quelle discipline. Et donc on encourage ou on oblige nos polytechniciennes et nos polytechniciens à passer du temps dans les laboratoires, à travailler avec les chercheurs, voir à quoi ça ressemble un chercheur. Que cela débouche sur une thèse ou pas, ça a peu d'importance finalement. Ce qu'on veut, c'est la méthode, leur apprendre la méthode à d'abord diagnostiquer les problèmes, bien reconnaître les paramètres et la résolution qui doit en suivre. Donc effectivement, il y a plusieurs, tu vas en dire quelques mots, mais il y a plusieurs moments dans la vie du polytechnicien ou polytechnicienne où il sera obligé d'aller en laboratoire. C'est ça. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est un projet qu'on a à faire en 2e année, qui s'appelle le projet scientifique collectif, qui dure tout au long de l'année, où on va se mettre par groupe de 3 à 5 personnes, et on va essayer de faire un projet une réalité pendant une année. Donc ça passe par... donc nous, on a un projet de mécanique, où on va essayer d'aller dans les labos, essayer d'utiliser le matériel des chercheurs, en discuter avec eux, voir qui s'y connaît pour la programmation de telle ou telle carte d'acquisition ou d'autres choses. Okay. Ça, c'est un après-midi par semaine, c'est assez pratique. D'accord. Est-ce qu'il y a des stages? Oui, voilà, j'allais y venir. Le deuxième aspect, c'est les stages. Donc il y a le stage militaire ou humain de première année, donc ça aussi qui va nous mettre en contact avec le monde réel. Mais pour le monde de l'entreprise, il y a le stage en 2e année qui dure 3 mois, donc là que je vais commencer en juin prochain. Et puis ensuite en 3e année, il y a le stage de 6 mois, le stage de recherche. D'accord. Comment ça se passe pour la recherche de stage à l'X? Vous avez des places réservées aux polytechniciens dans certaines institutions, entreprises, ou il faut chercher quand même un petit peu? Il faut chercher, c'est pas si simple.
mais on a des contacts avec des entreprises. Heureusement, il y a des associations qui sont très bien faites à l'École Polytechnique. Je pense notamment au X Forum, qui est une association qui va organiser un grand forum sur 2 jours à l'École Polytechnique, où ils vont inviter énormément d'entreprises. Là, c'est l'occasion de prendre des contacts, d'aller essayer de trouver des stages. Certaines entreprises ou des startups, par exemple, sont très contents d'avoir des polytechniciens. D'autres, c'est plus compliqué, il faut passer par un processus de recrutement, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Alors, quel budget faut-il prévoir pour financer une année à l'X ? Alors, si vous êtes un élève français, il ne faut pas prévoir de budget puisque vous aurez une solde. Ouais. De combien ? 800 € 800 par mois. € net par mois ? Net, oui, a priori. Oui. Oui, mais après, il faut payer Oui. le logement, etc. Bah mais, ouais. oui. Alors, ça coûte combien tout ça ? Donc, on a une solde, donc, tu vois si je me trompe, mais c'est 800 €. On doit payer un loyer à 250 ou quelque chose comme C'est ça. ça. Et après, donc, ce qu'il faut prévoir, c'est les dépenses personnelles et la nourriture. Ok, le loyer, il est si peu cher Ouais. parce que c'est un endroit où les loyers sont pas chers ou est-ce que c'est parce que vous avez des prix ? C'est les logements sur l'École Polytechnique Sur le dortoir. et on a les APL Donc, il qui, y a les qui nous, APL. qui nous aident. Ouais. Donc tu dirais qu'il faut quand même un petit peu compléter ou que les parents aident un petit peu ? Je pense qu'on peut vivre avec la salle de Polytechnique. Alors, si vous êtes élève international, Mhm. là, vous allez être obligé de financer vos études. Là, c'est difficile. En moyenne, c'est à peu près de 10 000 à 15 000 € par an, donc relativement élevé. Ceci étant dit, vous avez la possibilité d'obtenir des bourses de la part du gouvernement français ou du gouvernement de votre pays d'origine. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des prêts de la fondation à taux zéro. Donc voilà, il y a différentes possibilités et on essaie toujours de trouver une solution pour les bons élèves. C'est ça. Très bien. Allez-y. Alors, bonjour. Une fois dans le cursus, comment se passe la sélection pour les doubles diplômes ? Est-ce un classement ou bien le deuxième établissement a un droit de regard ? Donc là, on parle de la 4e année, c'est-à-dire d'aller faire son master à l'étranger. Mhm. Donc ça me permet de rappeler, on l'a déjà dit, qu'il y a le caractère international du cycle ingénieur, on y tient beaucoup. Le premier aspect, c'est les élèves qui viennent chez nous, internationaux, les professeurs aussi, il y a à peu près 30% d'enseignants qui ne sont pas français. L'autre aspect, évidemment, c'est le retour, si j'ose dire, c'est-à-dire ou plutôt l'aller, les polytechniciens qui vont à l'étranger, ils sont obligés d'aller à l'étranger, c'est déjà une obligation, soit avec leur stage, par l'intermédiaire de leur stage, soit leur cursus en 4e année, mais obligatoirement, il y a une case étranger, si j'ose dire. C'est ça. Et donc en M2, effectivement, nous avons des accords avec de nombreux universitaires aux États-Unis, en Asie, et votre 4e année, vous pouvez la faire dans ces universités ou ailleurs, hein, mais en priorité dans ces universités. Et très souvent, on a des accords de double diplôme. Mais au niveau de... Là, le double diplôme, la sélection se fait de façon standard. C'est-à-dire que si vous allez au MIT pour faire votre M2 en physique nucléaire, par exemple, ben, le responsable des masters au MIT vous sélectionnera parmi d'autres élèves internationaux. Et il n'y a pas de passe-droit parce que vous avez des accords de double diplôme. Ça veut dire qu'à l'X, il faut en amont prévoir et essayer de travailler, continuer à travailler sur la lancée de la licence ou des classes préparatoires et avoir de bonnes notes et de bons résultats. Les concours ne sont pas terminés une fois qu'on est à Polytechnique. Si vous avez... Non, de façon générale, pas tout à fait. En plus, il y a le classement des corps qui existe toujours, etc. Donc il y a diverses... raison. On relâche pas la pression une fois qu'on a eu le concours, quoi. On la relâche beaucoup, mais on continue à travailler. On continue à travailler, on travaille différemment surtout. C'est-à-dire, quand on préparait le concours, c'est très concret, c'est très scolaire. Maintenant, on a toute la partie associative, la partie sportive dont on parlait. Et ça, c'est des choses qui vont aussi jouer sur le CV. Notamment, je pense au stage ou ce genre de choses qui vont peut-être être importantes aussi pour la 4e année. Ok, tu envisages de partir à quel endroit ? Tu sais déjà ? J'aimerais bien faire une 4A à l'étranger, ouais, si possible. Un double diplôme ? Oui, si possible, en double diplôme ou par une candidature spontanée. Est-ce que, à l'issue de cette 4e année, si elle s'effectue à l'étranger, les élèves, enfin les étudiants restent à l'étranger pour travailler ? Est-ce que vous avez des diplômés qui partent travailler à l'étranger ?
Oui, je pense qu'il doit y avoir à peu près, après le master, il doit y avoir à peu près 20% de nos élèves qui restent à l'étranger pour quelques années et pour poursuivre, soit par un doctorat, comme je l'ai déjà dit, soit sur une expérience professionnelle. Je pense qu'il y a peut-être 20 à 30%, oui, qui immédiatement après Polytechnique continuent à l'étranger. Très bien. Ça, c'est pour toi. Comment sont les infrastructures? Est-ce qu'on a le temps d'aller sur Paris pour profiter de la vie culturelle en parallèle de la formation, ou les étudiants restent-ils principalement sur le campus? Merci. Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Je pense que ça dépend de son investissement personnel dans la vie associative de l'école. Moi-même, je monte sur Paris, je pense, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. J'essaie de profiter de la vie culturelle, oui. À combien de temps tu es de Paris? On est à... Bon, alors ça dépend des grèves. Mais, on va dire hors grève. Hors grève, si on arrive à trouver une voiture, on monte en 45 minutes, je pense, sur Paris, 30-45 minutes. Ça dépend aussi où on va sur Paris. Profiter de la vie culturelle, oui, complètement. Après, bon, il y a 24 heures dans une journée, et si on est très investi dans la vie associative de l'école, c'est plus compliqué, évidemment. Okay. Au niveau des infrastructures, moi, dans ma chambre, on appelle ça mon casernement, a été refait juste avant que je vienne. Donc tout était neuf. J'ai une chambre où je vis, j'ai une salle de bain dans ma chambre. On a un espace commun pour se nourrir qu'on appelle un bar d'étage, qui est regroupé, où on est regroupé par section. Ok, tout le monde est dans ces endroits-là, enfin, il n'y a pas de personnes qui prennent un logement seul? Les élèves du cursus ingénieur polytechnicien, dans la grande majorité, sont dans cet environnement-là. Certains d'entre eux choisissent de ne pas faire partie de cet environnement, parce qu'ils ont, je sais pas, parce qu'ils sont pas, par exemple, peut-être pas mariés en couple ou pacsés ou ce genre de choses. Donc là, ils ont le droit à un logement spécifique qui est juste à côté d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Toujours sur le site. Hein. Toujours sur le site, et où ils peuvent vivre avec leurs compagnons. Est-ce qu'il y a possibilité de visiter le campus Visibilité Polytechnique avant d'être admis? Oui, il y a des journées portes ouvertes, il y a les journées de la science, il y a diverses occasions de visiter notre campus, et je vous encourage toutes et tous à le faire, évidemment. Allez-y, je pense que ce sera la dernière question. Je la prends. Ouais, bon. Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller pour s'entraîner au concours ou des types d'exercices? Alors là, dans un premier temps, on en parlait tout à l'heure, je vais peut-être préciser un peu là-dessus, il y a une base de données en ligne, je pense que le lien est sur le site du concours, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Gargantua, qui est la base de données de l'école polytechnique. Et publiquement, il y a des annales qui sont accessibles, qui m'avaient beaucoup servi moi pour préparer le concours, notamment sur les matières littéraires. Il y a également des rapports de jury, je conseille aux futurs candidats de les lire et de les relire, où le jury explique très clairement ce qu'ils veulent et qu'il faut simplement appliquer. Je pense notamment à l'épreuve de français, où c'est la même, en général, c'est la même enseignante qui fait passer l'épreuve. Donc tout est disponible sur le site? Oui, notamment, donc, il y a tout non, mais il y a une grosse partie qui est disponible sur le site. En plus, je conseillerais, pour s'entraîner au concours, de trouver tout simplement sur Internet ou dans les bibliothèques des types d'oraux de classe préparatoire type X ou type d'autres écoles avec les corrigés. Et il faut s'entraîner avec ses amis, avec ses professeurs à les passer. Plus on s'entraîne, plus on réussit. Très bien, on me dit dans l'oreillette qu'il y a quand même une dernière question qu'on pourrait faire passer. Allons-y pour la dernière question. Tu peux la lire? À la fin de la formation, comment ça se passe si on souhaite travailler dans le privé? Est-ce qu'on doit des années à l'État? Je laisse peut-être répondre. Oui, on peut travailler dans le privé, mais effectivement, on appelle ça la pantoufle. Donc, on va devoir rembourser une certaine somme sur 10 ans. Mais effectivement, on doit rembourser la solde, l'équivalent de la solde. Donc, vous pouvez calculer à peu près le montant sur 3 ans, ce que ça donne. On doit travailler, si on ne veut pas rembourser, on doit travailler combien de temps dans le public? Dans le public, on doit travailler 5 ans. Et après, en général, les gens restent dans le public ou il y a des carrières aussi dans le privé qui sont possibles? Il y a de tout, oui. Il y a de tout. Ok. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Mais attention, il reste 2 petites minutes, un petit peu moins, parce qu'on est un petit peu en retard pour conclure. Vous aurez droit chacun à la parole pour terminer cette heure passée ensemble à répondre aux questions des internautes. Qui souhaite commencer? Vas-y. Oui. Ali, qu'est-ce que tu as à dire en dernière instance? Je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis. Je voudrais dire à tous les étudiants de Paris et de province de postuler au concours de l'école polytechnique. Et étudiantes. Et étudiantes, bien sûr. Par rapport aux étudiants, un dernier point, on a parlé de la section foot et rugby.
Il y a des associations évidemment de football féminin et de rugby féminin à l'école polytechnique, où j'ai des très bonnes amies qui passent du temps. Ok. Voilà. Michel? Très bien, oui, comme je le dis chaque année, hein, il faut vraiment passer le message. Et là, on s'adresse aux universitaires, mais il faut aussi passer le message à vos petites sœurs, à vos petits frères qui sont peut-être au lycée, leur dire que voilà, il existe différentes filières pour intégrer l'école polytechnique, et suivant le caractère de chacun, voilà, il faut sérieusement considérer soit aller en classe préparatoire, où vous allez bénéficier d'un environnement vraiment extraordinaire, mais qui correspond à un certain caractère, ou alors l'université, et à ce moment-là, essayer d'anticiper en amont, voir ce qu'il faut faire exactement. Le parcours d'Alice, c'est le meilleur exemple. Donc n'hésitez pas, et là vous assistez à cette émission, donc j'espère que vous avez obtenu toutes les informations nécessaires, mais transmettez aussi la bonne parole autour de vous, c'est très très important. Et s'ils ont encore des questions, on a votre mail, donc il suffit de regarder le replay pour retrouver le mail de Michel, ou sur le site peut-être il y a des liens. Alors nous, avec l'association, on a créé un groupe Facebook qui est un groupe public qui s'appelle Concours universitaire polytechnique, où là on accepte tout le monde et on laisse tout le monde poser leurs questions, on essaie de leur répondre. Donc si on est terminé, on va dans ce groupe et on envoie aussi un mail à Michel, on n'hésite pas à le spammer. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Moi je vous dis à très vite pour un nouveau live sur Campus Chanel.